cas de l'université virtuelle, cas du PSEJ, etc. Donc, on parlera du cas de Digital Ubuntu, du cas de l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. Donc, je me présente, professeur Moussa Lo, coordinateur de l'université virtuelle du Sénégal, et j'ai le plaisir de modérer ce panel qui sera animé par le professeur Aminata Sall Diallo, et coordinatrice du PSEJ, Programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes, qui est en ligne, par M. Fernand Kwame, qui est enseignant-chercheur au niveau de l'université virtuelle de Côte d'Ivoire, qui est aussi en ligne à partir d'Abidjan, qui nous suit d'Abidjan. Et nous avons aussi M. Maguette Mbow, le directeur général de Digital Ubuntu, qui est présent ici dans la salle au niveau du CICAD, et M. Abdoul Alphadia, directeur des études et de la recherche et de l'innovation de l'UVS. Et je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs du forum d'avoir porté leur choix sur ma personne pour modérer ce panel, mais aussi d'avoir bien voulu associer l'Université virtuelle du Sénégal à cet important événement. Donc, sans plus tarder, puisque nous n'avons pas beaucoup de temps, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et on va procéder ainsi. Dans un premier temps, donc je vais donner la parole successivement aux panélistes, aux 4 panélistes, en commençant par ceux qui sont en ligne. Et ensuite, on va ouvrir quelques minutes pour échanger avec le public, sachant que c'est en ligne. La plupart des gens qui souhaitent poser des questions peuvent aussi les faire via le chat. Ça nous permettra de gagner du temps. Et s'il y a des gens qui nous rejoignent aussi ici physiquement au niveau du CICAD aussi, on pourra échanger avec eux. Donc, je vais d'abord commencer par le professeur Aminata Sall Diallo, qui est administratrice du PSEJ, Programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes, qui va nous parler de l'expérience du PSEJ. Et ensuite, on donnera la parole à M. Kwame, dans un premier temps. Donc, professeur Diallo, je vais vous donner la parole. Vous avez 7 minutes au maximum pour partager avec nous votre expérience. Professeur, est-ce que vous nous entendez? Oui, Moussa, je vous entends. Donc, merci de me donner la parole. Et donc, sans plus tarder, je vais directement passer à l'essentiel. Donc, parler des innovations pédagogiques au niveau du PSEJ. En ce qui concerne ces innovations pédagogiques, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que le PSEJ est une plateforme de formation et d'accompagnement donc des jeunes diplômés de Bac+2 depuis leur idée de projet jusqu'à la création d'entreprises et au-delà, puisque nous les accompagnons toujours grâce aux nouvelles technologies pour la gestion de leur entreprise, où nous avons des outils et où on les accompagne également pour le développement de leur entreprise. Alors, en ce qui concerne les innovations pédagogiques, je pense que le PSEJ a très vite compris que les technologies de l'information et de la communication pouvaient nous permettre réellement d'innover. Et donc, bon, on est complètement dans un environnement où réellement nous avons pu faire beaucoup d'innovations. Nos procédures et nos processus. Il y a une dématérialisation complète de nos processus. Depuis l'appel à candidature en ce qui concerne la formation, le recrutement,
le paiement des droits d'inscription et des examens se font avec 0 papier. Tout se fait en ligne depuis la première cohorte jusqu'à aujourd'hui. Il faut dire qu'on est à la 5e cohorte. Nous venons de clôturer le recrutement en ce qui concerne la 5e cohorte. Je dois dire également qu'en termes d'innovation, par exemple, pour tous les intervenants que nous avons, ils sont issus du milieu professionnel. Tous les intervenants sont des professionnels et pas des académiques, ce qui rend le modèle de la formation très, très professionnel. En ce qui concerne l'environnement de la formation, je dois dire que déjà le cadre, on est logé dans un centre d'affaires. On n'est pas dans une université, on est dans un centre d'affaires. Et le cadre où se déroule cette formation, qui est un centre, il existe déjà plusieurs entreprises qui sont installées. Donc, je pense que c'est un atout majeur pour les lauréats futurs entrepreneurs, pour vraiment avoir un monde, au lieu de vivre dans un monde universitaire, d'être dans un cadre professionnel et d'être en contact direct avec des entrepreneurs. Toujours dans cet environnement, c'est un environnement très high-tech, hein, où on a un tableau blanc électronique avec beaucoup d'accessoires, des stylos électroniques qui permettent de faire des illustrations online, un équipement de sonorisation HF performant, déployé à l'image des équipements de TV, des textes numériques, etc. Donc, vraiment un environnement extrêmement high-tech qui nous permet aujourd'hui de faire des choses réellement, d'avoir un modèle extrêmement innovant. En ce qui concerne la diffusion de nos cours, il faut dire que le PSEJ dispose d'une régie qui utilise les derniers équipements numériques pour la diffusion, comme celle des télévisions numériques, et avec une fréquence, la régie du PSEJ peut diffuser ces formations via une chaîne dédiée. On a une caméra Full HD qui est robotisée, qui est contrôlée à distance pour les prises de vue en live, avec la possibilité d'avoir des prises de vue en live sous format de Zoom. Il y a également, en ce qui concerne le format de diffusion de nos cours, il faut dire que nous avons un modèle qui est un modèle hybride, avec des cours en présentiel et des cours en distanciel. En distanciel, il s'agit d'une diffusion qui est en live streaming avec une qualité Full HD, accessible sur n'importe quel device, que ce soit un ordinateur, que ce soit un smartphone, que ce soit une tablette ou une Smart TV. Il faut rappeler aussi que les cours sont également disponibles en VOD. Alors, toujours dans les innovations, je pense que le modèle de diffusion des cours au niveau du PSEJ est totalement différent de ce que nous connaissons globalement, que ce soit ici ou ailleurs. Nous avons opté pour réellement humaniser l'enseignement à distance, parce que nous avons pensé que la relation entre l'enseignant et l'enseigné est quelque chose de très important. Et nous avons vraiment voulu humaniser l'enseignement à distance. Ceux qui suivent à distance peuvent identifier leurs camarades de promotion. Ils les voient. Leur formation, et ils peuvent interagir avec eux. Ça aussi, c'est très important. Ils peuvent poser des questions en direct. Ils peuvent apporter leur contribution en direct. Et ils ont un sentiment d'appartenance, hein, ce qui leur donne vraiment envie de suivre les cours, que ce soit à distance ou en restant chez soi, ou même dans son bureau ou dans un autre lieu. Nous avons cherché à encore améliorer le dispositif que nous avons aujourd'hui, par exemple, pour des zones, parce qu'une de nos préoccupations, c'était est-ce qu'on arrivait à couvrir en termes d'Internet, etc. Est-ce que tous les lauréats avaient la même chance de se connecter et d'avoir les cours dans les mêmes conditions? Et aujourd'hui, on a un projet de diffusion de nos enseignements sur la TNT
hein, et c'est vraiment en cours et nous allons démarrer les cours en janvier avec ce système dédié. Cela va permettre d'atteindre les zones non couvertes en termes de connexion Internet, en contribuant également au renforcement de l'équité territoriale. Enfin, je pense que également, ce que nous faisons d'innovant et qui me paraît important, c'est la pédagogie par projet. Au niveau du PSEJ, l'apprentissage par projet, et c'est vraiment, personne n'est recruté s'il n'est pas porteur d'un projet. Voilà, et on part toujours d'une idée de projet. Et je pense que c'est un modèle d'enseignement qui s'inscrit un peu dans l'auto-socio-construction des apprentissages et qui permet le développement intégral de l'apprenant. Et ça, je pense qu'on a beaucoup à apprendre. Je suis universitaire, hein, donc je n'ai même pas, voilà, je le dis parce que je sais que les universités ont beaucoup à apprendre de ce modèle, parce que cette pédagogie de projet permet vraiment à l'étudiant de développer son autonomie et son sens des responsabilités et également d'accroître sa motivation. En réalité, l'étudiant est au centre de notre pédagogie. L'enseignant ne le dicte pas la démarche à suivre. C'est l'étudiant qui doit faire preuve d'initiative et d'autonomie. Il a des choix à faire. Que veut-il faire? Où va-t-il trouver l'information? Quelle information est pertinente? Comment peut-il l'organiser? Etc. Donc, il partage un peu avec les membres de son équipe, avec les autres, la responsabilité de la réussite du projet. Bien que ce partage du pouvoir puisse inquiéter certains étudiants, ça nous l'avons remarqué, la plupart d'entre eux trouvent la démarche de projet très motivante et s'impliquent pleinement. Et donc, je pense que ça, en recommandation, c'est quelque chose qui peut être important. Cette pédagogie par projet est vraiment quelque chose qui donne des résultats et des résultats importants. Et pour terminer, je dirais que le PSEJ, toujours dans ses innovations, c'est également lancé dans tout ce qui est réalité virtuelle et tout ce qui est immersion. Et au jour d'aujourd'hui, nous disposons d'une caméra 360 degrés qui est idéale pour découvrir un lieu extérieur ou intérieur sans avoir à se déplacer. Et la vidéo en 360 permet de dévoiler l'espace difficile d'accès. Par exemple, nous, on peut visiter les ICS à partir du PSEJ et donc tous les étudiants vont comme s'ils étaient réellement à l'intérieur. Et le PSEJ s'appuie sur cette technologie pour optimiser ses sorties pédagogiques qui peuvent être parfois coûteuses. Et grâce aux enregistrements 3D, les lauréats peuvent revivre une visite le nombre de fois qu'ils le souhaitent. Voilà, donc globalement, je peux dire un environnement innovant qui nous voulait des modèles de pédagogie innovante et je pense que c'est un pilote, mais un pilote qui peut inspirer beaucoup d'autres institutions qui sont des institutions universitaires. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'espère que je n'ai pas débordé. Hein? Non, non, c'est bon, professeur. Merci voilà. Beaucoup. Merci, vous êtes dans les temps. Merci pour cet exposé, ce partage d'expérience sur le PSEJ. Je rappelle que le professeur Aminata Sall Diallo est donc administratrice du PSEJ et professeur de physiologie aussi à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle nous a donc présenté cette expérience-là. Et moi, je retiens juste trois choses. Hein. C'est d'abord une dématérialisation complète des procédures, vraiment administratives liées aux études. Mais aussi, je retiens un enseignement à distance basé sur un environnement high-tech, vraiment avec toute une technologie qui permet de faire des choses extrêmement avancées, que ce soit de la réalité virtuelle jusqu'à l'immersion. Mais je retiens aussi un apprentissage par projet. Je pense qu'il va nous rapprocher certainement de la présentation qui viendra avec M. Mbaou, qui va aussi certainement beaucoup parler de professionnalisation.
mais il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans votre discours, c'est humaniser l'enseignement à distance. Je pense qu'on reviendra là-dessus dans nos débats. Et ça, c'est extrêmement important parce que l'enseignement à distance, c'est vrai qu'on a l'habitude de penser que ça déshumanise la formation, alors qu'effectivement, il y a possibilité de l'humaniser. Merci, professeur. Donc, je m'avais allé à Abidjan pour permettre à notre collègue, M. Fernand Kwame, directeur des affaires académiques et pédagogiques de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, l'Université Sœur de Côte d'Ivoire, qui va donc partager avec nous l'expérience de son institution. Et professeur Fernand Kwame est actuellement, je sais, très occupé parce qu'ils organisent en même temps actuellement à Abidjan aussi un colloque presque sur le même thème, hein, sur tout ce qui tourne autour de l'innovation et de la pandémie. Mais il a pris de son temps pour pouvoir partager avec nous cette expérience. On la remercie. Professeur, vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur. Merci de cette opportunité que vous offrez à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire de participer à cet important forum numérique. J'ai une présentation que je voudrais vous partager, mais je crois que j'ai besoin de l'autorisation de l'animateur pour activer le partage de l'écran. En tout état de cause, je pense que nous avons des activités que nous menons parallèlement. Effectivement, nous sommes dans le cadre d'un forum également sur le numérique, les dynamiques sociétales et les différentes mutations qu'il y a. Je n'arrive toujours pas à partager mon écran. Et donc, en tout cas, merci de cette opportunité qui nous permet de parler de notre expérience en termes d'innovation au niveau de la pédagogie, des activités de recherche et de l'expertise numérique qui a montré une résilience au cours donc de ces derniers moments lors de cette pandémie. Vous m'entendez, mais je n'arrive toujours pas à partager le PowerPoint. Est-ce que vous pouvez le partager vous aussi, vous-même? La mettre ici. Je ne sais pas à qui je l'envoie. Forum. Demain, je l'envoie à qui? OK. Je crois que c'est bon si, maintenant. Si, apparemment, ça passe. Hein. Voilà. Bon. J'arrive maintenant à partager. OK. Bon. Et donc, parler un peu des innovations et de la recherche, ainsi que notre expérience en matière donc, de recherche, des numériques et d'innovation pédagogique au niveau de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Je vais donc dérouler cette présentation en parlant de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, qui a été créée en 2015 par le ministère et qui devait conduire la stratégie du numérique au niveau de la Côte d'Ivoire. Et c'est une université qui est une université avec 4 missions principales. La première mission, c'est d'accompagner tous les établissements qui veulent développer les offres de formation à distance. Donc, toutes les universités et les grandes écoles ou les institutions privées qui existent dans le pays peuvent bénéficier de l'expertise de l'université virtuelle pour les accompagner à la transformation de leurs pratiques pédagogiques. Et donc, c'était d'accompagner tous ceux qui faisaient des cours en présentiel à pouvoir intégrer les TIC dans leurs pratiques pédagogiques, parce que c'était pour donc, à l'entièreté de la réforme LMD, il fallait intégrer les TIC dans le paysage donc, de la pédagogie. Il fallait aussi rendre les ressources pédagogiques
les ressources documentaires disponibles à travers une plateforme dédiée. Il fallait aussi assurer à travers donc, les outils des TIC la diffusion des connaissances et la culture scientifique. D'ailleurs, c'est sur cette troisième mission que l'université virtuelle a pu recruter des étudiants pour pouvoir les former et un démonstrateur de la formation à distance, parce que les perceptions de ce nouveau type de formation n'étaient pas bonnes auprès donc, de la communauté. Il fallait donc avoir un démonstrateur. Et il fallait aussi, comme quatrième mission, établir des partenariats qui permettaient donc de promouvoir l'enseignement à distance. Et donc, après sa création, en 2015, c'est une université qui, pour mettre en place les ressources de recherche et les ressources pédagogiques disponibles et accessibles à tous, a mis en place la bibliothèque virtuelle de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est une bibliothèque qui regroupe toute la documentation numérisée de toutes les universités, de tous les instituts de recherche et qui concerne les travaux publiés, les travaux scientifiques, ainsi que les ressources éducatives qui peuvent être utilisées par l'ensemble des universités qui souhaitent faire la migration vers le numérique. Et en 2017, cette université donc accueille ses premiers étudiants qui sont formés majoritairement à distance. C'est 80% de formation qui se fait à distance et 20% en présentiel. C'est 20% qui correspondent au regroupement pour les examens, pour les évaluations finales, mais la quasi-totalité de la formation se fait à distance. Ça fait à distance avec des cours qui sont majoritairement asynchrones, pour permettre donc de juguler les problèmes d'énergie ou les problèmes de connectivité qui pouvaient survenir, et donc des cours asynchrones qui sont déposés sur la plateforme et qui permettent à l'étudiant, pendant une période, de pouvoir parcourir ses cours et de faire ses évaluations dans le temps. C'est une université qui s'est spécialisée dans la formation seulement des apprenants dans le domaine de l'informatique et des sciences numériques. C'est les bases de données, réseau sécurité informatique, multimédia, communication digitale. Et donc, c'est seulement dans le domaine des sciences numériques. D'abord, pour avoir une promotion qui permet d'être le démonstrateur donc, de l'apprentissage en ligne et qui peut être utilisé par les autres universités pour pouvoir les accompagner pour la transformation digitale quand on sait que la conduite du changement est un peu difficile, surtout l'utilisation et l'intégration des TIC dans les systèmes classiques. Après 3 ans, une première promotion de licence qui montre qu'avec le numérique, nous arrivons donc à être maintenant de telles situations qui perturbent les cours, notamment les grèves, notamment les crises, comme celle-ci, qui vient normalement créer un dysfonctionnement où il y a la fermeture totale avec des mesures de distanciation ou des mesures qui ne permettent pas donc de continuer les activités classiques. Et l'UVCI a pu montrer sa résilience à cette Covid parce que c'est la seule institution qui a pu fonctionner même à la fermeture des universités jusqu'à leur réouverture 2 mois plus tard, qui a pu donc assurer la continuité administrative, pédagogique et de recherche. La résilience que nous avons au niveau de la Covid nous a donné aussi l'occasion de partager notre expertise, notamment dans l'assistance numérique que l'UVCI a proposée pour la réorganisation des activités de tout le système d'enseignement supérieur, notamment la continuité pédagogique, la formation à distance, le télétravail, la facilitation pour faire des réunions et des ateliers à distance, parce que nous avions toutes les infrastructures pour pouvoir permettre aux collègues donc, de se réunir, de faire des conférences et de pouvoir diffuser toujours des informations sur la Covid, ainsi que les formations et les séminaires qui se passaient en présentiel. Et le soutien communautaire, il y a même des aspects concernant
la religion, les cultes, la culture, pour permettre donc d'avoir des canaux de diffusion permettant aux fidèles de pouvoir continuer donc à pratiquer les religions ou même de faire des activités culturelles en ligne. Nous avons quelques éléments que je vous présente, c'est l'appui à l'éducation nationale qui, après la fermeture donc, des classes dans les écoles, donc nous avons pu de mettre en place des plateformes pour la préparation aux différents examens de niveau, le CEP, le BEPC, le bac. Nous avons pu aussi accompagner des universitaires ou des écoles comme l'École normale supérieure, les programmes sous-régionaux comme WASCAL, le Centre national de radiothérapie pour faire de la téléconsultation, l'École normale de statistique, l'Institut national polytechnique et les universités publiques qui ont eu besoin donc de nos appuis, notamment en termes de formation de leurs enseignants pour pouvoir faire la mutation et assurer la continuité pédagogique. Et nous avons donc assisté nos universités dans cette pandémie. Qu'est-ce que nous avons tiré comme leçon? Nous avons pu organiser nos examens qui étaient en présentiel, ont dû être modifiés dans un régime pour pouvoir se tenir à distance et sous surveillance. Et ce que nous remarquons, c'est que les impacts de la COVID dans les différents socio-systèmes, nous avons pu voir la fragilité et la vulnérabilité de ces différents systèmes classiques. Là où il y a eu une adaptation, ce sont les institutions qui étaient agiles, qui avaient déjà embrassé les TIC en matière d'innovation, en matière d'utilisation du numérique, qui ont pu avoir la capacité de mutation temporaire dans les premiers mois, d'adaptation et d'anticipation, et parfois d'assurer donc leurs activités en reconvertissant leur environnement ou en recomposant leur environnement pour pouvoir avoir un environnement plus facile. Et donc, cela nous emmène à avoir la possibilité donc de repenser les différents modes donc de travail à distance, d'enseignement à distance, de recherche à distance. Et on sait que le numérique a investi pratiquement tous les domaines où il y a l'innovation en éducation, hein, l'innovation au niveau de l'agriculture, au niveau des finances, au niveau de la legal tech, au niveau même de la santé. On voit que le numérique s'est invité et ces innovations qui viennent dans notre environnement viennent changer le paysage national, le paysage international, si bien que nous proposons que le numérique et les innovations soient intégrés, que ce soit au niveau technologique ou non technologique, dans la digitalisation, mais de promouvoir une approche intégrée, une approche qui arrive donc à concilier les usages et tous les acteurs dans cette société qui évolue, qui est une société du numérique. Mais les difficultés qui se sont posées, je crois, sont certainement dues aussi aux infrastructures qui n'étaient pas adaptées parfois, qui n'étaient pas disponibles. Et donc, il serait bien aussi d'investir au niveau donc des États ou des structures d'enseignement dans les infrastructures et les services qui peuvent accélérer la transformation digitale, surtout que l'après-Covid nous donne l'occasion de pouvoir mixer les formations, que ce soit en présentiel, et de capitaliser un peu ce que le numérique a pu nous apporter. J'espère ne pas avoir débordé. Voici l'économie un peu du partage que je voulais faire donc, à l'occasion de ce forum et au nom de l'Université virtuelle, nous vous remercions. Merci beaucoup, Fernand Kwame. Merci pour ce partage d'expérience par rapport à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Donc, je rappelle que Fernand est le directeur des affaires académiques et pédagogiques de l'UVCI et qu'il nous a parlé, donc nous a rappelé
la création de cette université en 2015, avec comme principale mission d'être un outil de promotion du numérique éducatif à Côte d'Ivoire, avec un objectif d'accompagner les établissements d'enseignement supérieur dans le développement de l'offre de formation ouverte à distance, enseignement à distance. Mais que l'UVC a commencé à accueillir ses premiers étudiants en 2017, quoique la première promotion est sortie, je crois, en 2019, je pense, si je ne me trompe, et que ces étudiants sont principalement, exclusivement même dans les filières en informatique et en sciences numériques. L'UVCI fait de l'enseignement à distance à 80% et qu'il n'y a que les évaluations qui se font en présentiel. Et que même pendant la Covid, elle a été obligée de digitaliser en tout cas les évaluations. Votre intervention aussi a mis en exergue votre résilience à la crise de la Covid, mais surtout votre assistance numérique pour la réorganisation des activités à d'autres structures, notamment dans le cadre du service à la communauté. Et vous avez fait des recommandations importantes sur lesquelles on reviendra certainement tout à l'heure lors de nos échanges. Voilà donc, Fernand, merci beaucoup. Nous allons passer au troisième panéliste, M. Maguette Mbow, qui est donc directeur général de Digital Ubuntu. Maguette est entrepreneur. Donc, contrairement à ses deux prédécesseurs qui sont des académiques, donc il va nous parler d'une expérience qui est celle de Digital Ubuntu, mais je pense qu'il va aussi plutôt parler de la transition numérique et de tout ce qui est expérience utilisateur. Voilà. Maguette, vous avez la parole. Merci, monsieur le professeur Moussalo, pour cette invitation au Forum du numérique. Alors, très rapidement, j'aimerais partager 4 notions systémiques qui sont des facteurs clés de succès de l'enseignement à distance. Donc, je vais les énumérer et puis j'aborderai spécifiquement chaque notion. Pour que l'enseignement à distance se développe massivement en Afrique, il faut 4 notions. 4 notions principale et systémique. La première notion, c'est l'existence des plateformes. Donc nous avons pas mal de plateformes aujourd'hui à travers même les panels qui sont le panel qui nous réunit aujourd'hui avec l'UVS, Digital Ubuntu, la plateforme de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire dont on a eu l'exposé tout à l'heure. Donc la notion de plateforme est importante. Ensuite, il faut la connectivité. Nous utilisons Internet. On sait que les zones les plus reculées de nos territoires ne sont pas complètement couvertes. La quatrième notion, c'est une notion d'accès à l'énergie. Quand nous parlons d'enseignement à distance, on parle d'expérience utilisateur et l'accès à l'énergie me paraît fondamental comme quatrième notion. Et enfin, la cinquième notion, c'est l'équipement informatique. Donc, ce sont ces 4 notions qui font une expérience utilisateur réussie en matière de téléenseignement. On parle de 900 millions de jeunes en âge d'être formés en Afrique. Donc, c'est presque 1 milliard de jeunes qu'il faut former. Donc, pour que ça marche, ces 4 notions doivent être les 4 piliers sur lesquels s'appuie tout programme d'enseignement à distance. Mais à l'intérieur de ces notions, comme l'a évoqué Madame Aminata Sall Diallo, il faut humaniser le téléenseignement. Le digital est un média froid. Pour le réchauffer, il faut à la fois du contenu, des curricula, comme on a l'habitude de dire, qui vont permettre de retrouver ces ressources pédagogiques dans ces plateformes que j'évoquais tout à l'heure. Alors, à l'intérieur de ces plateformes, on a également 2 notions, c'est l'enseignement asynchrone et l'enseignement synchrone. L'enseignement asynchrone permet aux apprenants de pouvoir disposer de ressources pédagogiques qui sont stockées localement et de façon permanente. L'enseignement synchrone permet à l'enseignant de pouvoir faire son présentiel.
Alors, c'est là où les notions de réalité augmentée et de réalité virtuelle prennent tout leur sens. Aujourd'hui, pour faire du présentiel, on utilise Zoom pour humaniser cette relation. Mais il y a des technologies qu'au sein de Digital Ubuntu, on utilise. C'est la notion de salle virtuelle, c'est-à-dire que vous rentrez dans un univers où tous les apprenants sont représentés par des avatars et les enseignants, qui sont les diffuseurs de contenu, se connectent par visioconférence. C'est toute cette notion-là que nous avons développée, réalité virtuelle et réalité augmentée. Nous sommes allés jusqu'à simuler un campus digital virtuel. Qu'est-ce qu'un campus digital virtuel? C'est un ensemble d'environnements qui représentent la vie étudiante ou la vie scolaire et qui va au-delà de simplement les environnements de dispense et de partage des connaissances, c'est-à-dire au-delà de l'auditorium et au-delà de la classe. La vie étudiante est une relation de la vie à l'urbain, à la ville, le rapport de l'étudiant à la ville, le rapport de l'étudiant à la culture, le rapport de l'apprenant au loisir, le rapport de l'apprenant avec d'autres travaux personnels de l'étudiant. Et on a imaginé 28 univers dans Digital Ubuntu qui permettent de faire la transition entre le monde des connaissances et le monde culturel, y compris le monde sportif. Donc nous avons des univers pour des salles de cours, mais nous avons aussi des univers pour étudier le Coran à travers des daras ou le catéchisme. Nous avons des univers pour se divertir, notamment aller dans une salle de concert ou de cinéma, où on peut imaginer des partenariats avec d'autres fournisseurs de contenu. Je donne un exemple, dans une salle de cinéma virtuelle, représentée par des avatars avec 1000 capacités, on peut faire une salle de cinéma aussi le week-end, avec Netflix qui serait un partenaire pour diffuser, par exemple, du contenu à des jeunes qui, le week-end, sont pris en charge par nos plateformes pour diffuser un film, par exemple. On peut utiliser aussi ces espaces pour faire découvrir aux apprenants le musée Ousmane Sow, qui est à Yoff, qui d'ailleurs existe aussi en 3D. On peut aller plus loin dans cette démarche de plateforme et de campus en disant qu'un apprenant de Kigali peut être en contact avec un apprenant de Dakar sans que les deux n'aient bougé de leur ville, ce qui favorise l'intégration africaine, qui est, je crois, un pilier de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Quand vous prenez l'exemple de l'Europe et l'exemple de ce qu'on appelle Erasmus, Erasmus permet à un étudiant français d'aller étudier en Espagne. Qu'est-ce que ça favorise? Ça favorise une intégration européenne. On sait qu'il est plus difficile de joindre Dakar à Accra et qu'il est plus facile de joindre Dakar à Paris. Donc le numérique nous permet aussi de favoriser l'intégration de nos jeunes à travers des plateformes où ils se connectent et la réalité virtuelle et la réalité augmentée leur permet de créer des liens pour développer une Afrique de demain qui soit plus intégrée et plus interopérable. Donc ça, c'est la notion de plateforme. Au niveau de la connectivité, qui est la deuxième notion que j'évoquais, c'est pour ça que j'ai parlé d'esprit systémique et de démarche systémique. Nous sommes en partenariat avec plusieurs acteurs, dont le FD Sud, qui travaille, comme vous le savez, dans la réduction de la fracture numérique. Et nous travaillons avec des partenaires comme Orange, des opérateurs, d'autres opérateurs de satellites, pour résoudre cette question de connectivité, mais pas tout seul, de façon intégrée, puisque c'est un tel chantier au niveau du Sénégal et de l'Afrique que personne ne peut réussir seul, d'où la notion de systémique que j'abordais. Pour l'accès à l'énergie, nous avons du soleil en Afrique, un peu partout, de façon permanente. Donc, nous avons quelques partenariats avec des équipementiers en énergie solaire. Nous avons fait un partenariat récemment avec justement un acteur de Côte d'Ivoire sur des sacs solaires qui peuvent permettre à une tablette d'être autonome
avec un kit qui s'appelle Solar Pack, dans lequel nous introduisons une tablette, des fournitures scolaires avec une puce qui permet de résoudre en fait cet aspect accès à l'énergie et de toucher surtout les populations qui sont dans les zones rurales où l'accès à l'énergie est un réel problème. Et enfin, pour l'accès aux équipements, nous avons noué un partenariat avec plusieurs équipementiers, dont je ne citerai pas les marques pour ne pas leur faire de publicité, mais de façon diverse, pour d'abord diversifier l'accès aux devices, aux tablettes surtout, mais aussi rendre plus accessible l'achat d'un device. Pour ça, nous avons entrepris donc des démarches avec des organismes de mise au crédit, de microcrédit, pour que le paiement d'un ordinateur ou d'une tablette dans le programme Un apprenant, un étudiant, un ordinateur puisse devenir une réalité avec la possibilité de payer en 36 mois, en 48 mois, et toujours de rendre plus accessibles ces équipements. Donc nous participons et nous apportons notre contribution donc à ce programme à travers ces démarches de sourcing, mais aussi de financement qui sont liées donc à cette quatrième notion qui concerne l'équipement. Enfin, je voudrais conclure donc pour dire que au-delà de ces notions qui sont fondamentales et qui sont des notions éminemment de développement, nous avons aussi l'état d'esprit que doivent avoir ces plateformes en termes d'interopérabilité. J'ai parlé des plateformes d'enseignement, mais l'idée d'avoir des étudiants qui sortent de cursus et qui se retrouvent au chômage ou qui font des jobs qui ne correspondent pas à leur formation est une idée ahurissante pour tout le monde. Et ce que nous envisageons, c'est de nous relier à des plateformes de jobs, à des plateformes de recrutement, qui vont aussi, donc en amont de la formation, faire une table de correspondance entre les métiers et les besoins de formation. Et c'est un dialogue permanent. C'est un dialogue permanent qui doit se faire en amont. Quand l'étudiant s'oriente, il s'oriente en fonction des débouchés. Par contre, le marché de l'emploi est un marché qui est volatile et avec toutes ces notions de nouvelles technologies, les nouveaux métiers apparaissent. Et donc, c'est ce dialogue entre l'insertion professionnelle et le renforcement des capacités et le monde de l'éducation qu'il faut mailler pour que ce dialogue permanent puisse permettre de pouvoir trouver des débouchés à nos jeunes qui sortent avec des maîtrises et qui doivent occuper des postes avec toute cette programmation qui peut se faire dans le temps, ce qui permettra de pouvoir offrir à nos jeunes un avenir meilleur en Afrique pour qu'enfin ils ne prennent pas les bateaux pour se retrouver à Lampedusa au péril de leur vie. Et donc l'éducation, l'enseignement, la formation sont des facteurs clés de rétention de nos jeunes et surtout d'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Voilà ce que j'avais comme quelques notions de réflexion à partager avec vous et en recommandation. Et pour finir, je parlerai de l'expérience utilisateur. Beaucoup de plateformes sont conçues par des techniques. Beaucoup de plateformes sont conçues par juste une partie des utilisateurs. Je pense que nous devons en Afrique travailler sur l'ergonomie logicielle de nos plateformes pour faire un parcours 360 de tous les utilisateurs, quel que soit leur niveau d'appropriation de l'outil informatique. J'évoque quelques notions. La première notion, c'est la notion d'ergonomie de lecture et de navigation pour tout type de population. On dit qu'un digital réussi, c'est un digital qui ne change pas le mode de fonctionnement de l'utilisateur, mais qui s'adapte au mode de fonctionnement de l'utilisateur. C'est ce qu'on appelle l'interface homme-machine, l'IHM, qui sont des principes d'ergonomie. Et il faut qu'en Afrique,
on travaille davantage sur l'ergonomie de nos plateformes et de ne pas prendre juste une plateforme squelette technique et de l'adapter, et l'utilisateur doit faire des lignes de code pour s'approprier la plateforme. Ça, ce n'est pas une ergonomie qui facilite l'expérience utilisateur. Ensuite, en prenant en compte que plus de la moitié de nos concitoyens ne savent ni lire ni écrire, il faudrait que l'intelligence artificielle soit une discipline avec laquelle les universités, les écoles, tous les scientifiques s'approprient pour faire que les langues locales soient transcrites au bas mot en langue internationale et en code informatique pour que l'utilisateur qui est analphabète puisse parler en langue locale, et puis la machine s'occupe de la connecter à d'autres formes de connaissances. Donc ce sont des notions de R&D qui sont des notions que nous devrions en Afrique expérimenter, d'autant plus que Google a mis son data science au Ghana. Hein, c'est pour dire que ce sont des technologies qui sont vraiment à notre portée. Et toute cette notion d'expérience utilisateur va faire des programmes d'enseignement à distance réussis. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, M. Mbao. Merci pour cette présentation, donc, qui est revenue sur d'abord ce que vous appelez les 4 piliers de l'enseignement à distance, les plateformes, la connectivité, l'accès à l'énergie, les équipements, et qui sont à la base de vos travaux au niveau de Digital Ubuntu. Donc, vous avez proposé des solutions allant dans le sens de prendre en charge ces quatre aspects. Mais vous êtes revenu aussi sur l'humanisation de l'enseignement à distance, dont parlait tout à l'heure le professeur Diallo, qui était la première panéliste. Et à ce niveau, vous avez déjà des solutions en cours, en tout cas que vous avez élaborées au niveau de votre structure, des solutions qui portent sur la réalité augmentée et sur la réalité virtuelle. Vous êtes allé jusqu'à simuler un campus digital virtuel. Je pense que ça va nous intéresser à l'UVS, certainement. Et vous avez aussi insisté sur le volet adéquation, formation, emploi, je pense, avec le dialogue qu'il faut établir entre la formation et le monde professionnel. Cette liaison entre les plateformes de formation et l'insertion professionnelle. Je pense que là aussi, vous rejoignez un peu le professeur Diallo qui disait dans son intervention que dans le PSEJ, tout ce qui se fait en termes d'apprentissage se fait avec projet, que les étudiants qui viennent avec un projet. Et d'ailleurs, c'est justement le but du PSEJ, c'est de former des entrepreneurs. Voilà, donc vous avez terminé en parlant de l'expérience utilisateur. Je pense que c'est un aspect aussi extrêmement important. Et je connais quelqu'un dans la salle, Dr Seydina Ndiaye, qui sera certainement très intéressé à parler de cela tout à l'heure. Voilà, donc on va passer au dernier panéliste, Dr Abdoul Alfedia, donc directeur des études de la recherche et de l'innovation à l'Université virtuelle du Sénégal. Je vais le laisser présenter, je ne vais pas parler de l'UVS aujourd'hui. Docteur. Merci, monsieur le coordinateur. Donc, c'est un plaisir pour moi de prendre part à ce panel qui traite de l'innovation pédagogique. Et mon plaisir est d'autant plus grand que l'UVS, en tant que tel, est une innovation parce que ce n'est pas évident dans un contexte qui est celui du Sénégal de lancer une université à distance. Et comme toute innovation, l'UVS, je crois, a traversé toutes les phases qui sont celles de l'innovation. Et aujourd'hui, c'est vrai que la Covid, en particulier, a permis aussi de légitimer à nouveau l'Université virtuelle du Sénégal. Et la raison en est que probablement que jamais dans le monde, dans l'histoire de l'humanité, les gens n'ont autant interagi à distance durant cette Covid. Et donc, ce matin, j'ai entendu le ministre parler de la peur qu'on avait par rapport au numérique. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un contexte favorable pour que justement certaines des peurs liées au numérique soient apprivoisées. Et donc, à mon avis, la Covid
probablement va entraîner une meilleure acceptation sociale de l'enseignement à distance, ce qui pourrait aussi accélérer la montée en puissance de l'UVS. Bien vrai que cette montée en puissance, elle est déjà exponentielle, puisqu'on a démarré en 2013 avec 2000 étudiants. Aujourd'hui, on est à 35 000 étudiants, donc en l'espace de 6 ans. L'UVS est devenue la deuxième université publique du Sénégal. Et effectivement, si ce chemin a pu être parcouru, c'est aussi parce que l'UVS a pu expérimenter plusieurs formes d'innovation. Et je voudrais rapidement revenir sur quelques-unes des innovations qui ont été mises en œuvre à l'UVS. Quand on parle d'innovation, on distingue en général 3 formes d'innovation. Il y a l'innovation de procédés qui concerne un peu la façon dont le produit est délivré. Il y a l'innovation de produits qui concerne plutôt l'output. Et la troisième innovation, c'est l'innovation sur le plan organisationnel. Et donc, on verra que l'UVS, sur ces 3 formes d'innovation, a des expériences intéressantes à partager. Je commencerai par l'innovation de procédés. Évidemment, l'UVS, c'est de l'enseignement à distance dans un contexte qui est particulier, qui est celui du Sénégal. Et c'est la raison pour laquelle l'UVS aussi a un peu, entre guillemets, contextualisé son modèle pédagogique. Nous sommes une université d'enseignement à distance, mais nous avons quand même des murs, nous avons des espaces numériques ouverts et nous avons aujourd'hui un modèle que nous appelons le co-modal adapté qui permet en fait de gérer la transition d'un modèle classique vers un modèle à distance. Il faut rappeler que nos étudiants, nos bacheliers, pour la plupart, viennent d'un système classique où l'enseignement se fait en face à face et où la technologie occupe une place très faible. Et par conséquent, pour que le sevrage ne soit pas brutal, nous avons un dispositif qui est mis en place pour que justement la transition se fasse en douceur. Et donc, ça signifie que l'UVS est certes une université d'enseignement à distance, mais c'est une université d'enseignement à distance particulière qui prend en compte les réalités de son contexte. Dans également le dispositif qui est mis en place pour produire des ressources pédagogiques, plusieurs innovations sont mises en œuvre et c'est aussi cela qui permet aujourd'hui à l'UVS d'avoir un système de production de ressources pédagogiques quasiment de façon industrielle. Aujourd'hui, l'UVS, c'est presque 1700 cours qui sont conçus, scénarisés, implémentés sur les plateformes. Et je n'aurai pas le temps d'insister sur cette question, mais en tout cas, nous avons aujourd'hui un vrai savoir-faire dans la production de ressources numériques de qualité à un coût moindre, puisqu'il s'agit évidemment de prendre en compte les contraintes de ce point de vue-là. Du point de vue des produits, l'UVS aussi a essayé un peu d'apporter sa contribution dans la diversification de l'offre de formation. Et cela signifie que pour nous, il ne s'agit pas forcément de dupliquer des formations qui existent, mais peut-être d'essayer d'innover et de proposer des formations qui sont relativement rares dans notre contexte. Et je prendrai quelques exemples pour illustrer mon propos. Par exemple, aujourd'hui, nous avons une licence en droit et informatique, LegalTech, qui permet à nos étudiants d'avoir une double compétence, à la fois sur les questions juridiques, mais également sur les questions informatiques. Et au fond, il s'agit pour nous de former un peu des juristes augmentés. Nous formons également des étudiants qui ont une double compétence, à la fois en communication, mais aussi dans le multimédia et le digital. Et c'est, je crois, des compétences qui aujourd'hui sont très recherchées sur le marché de l'emploi. Il y a vraiment beaucoup de formations qui sont proposées à l'UVS qui, justement, essaient de jouer un peu sur cette double ou triple compétence. Et il y a aussi des formations que nous sommes aujourd'hui quasiment les seuls à délivrer au Sénégal et peut-être dans la sous-région, et avec un accent tout particulier autour des STEM. Aujourd'hui, à l'UVS, il y a presque 30% d'étudiants dans les filières scientifiques et liées au numérique. Et dans ces filières, notamment STEM, il y a beaucoup d'étudiants qui sont issus des filières littéraires et que nous arrivons aujourd'hui à recycler, entre guillemets, dans des formations scientifiques et techniques. Et je crois que c'est un véritable défi
parce qu'aujourd'hui, nous avons une population de bacheliers qui est constituée essentiellement de bacheliers littéraires. Et aujourd'hui, il est vrai que la question de l'insertion professionnelle, c'est une question qui est extrêmement importante. Et par conséquent aussi, il s'agit de former par rapport à des besoins exprimés sur le marché de l'emploi. Et là aussi, on essaie un peu de jouer notre partition. Dans la formation aussi, on met beaucoup l'accent sur les soft skills. Par exemple, les premiers enseignements que les étudiants suivent à l'UVS, c'est des cours en leadership, en développement personnel, en technique d'expression et de communication, parce qu'au fond, il nous semble aussi que c'est des compétences qui sont extrêmement importantes, non seulement dans le parcours des apprenants, mais également dans leur insertion professionnelle. Il y a aussi tout ce qui est fait autour des services à la communauté. Célina Ndiaye, mon collègue qui est là présent, pourrait en parler mieux que moi, puisque c'est sa direction qui pilote un peu cela. Mais l'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'impliquer sous différentes formes les étudiants dans les activités de service à la communauté. Et aujourd'hui, il y a un bilan extrêmement important de l'UVS par rapport au service à la communauté. La dernière innovation ou forme d'innovation qu'on peut identifier à l'UVS, c'est l'innovation organisationnelle. Et ici, la première innovation organisationnelle, c'est vraiment la mise en place des ENO. Je crois que ce qui fait aujourd'hui la spécificité de l'UVS, ce n'est pas l'enseignement à distance. L'enseignement à distance, c'est un modèle assez connu, qui a été pratiqué dans beaucoup de pays et qui est assez ancien. La vraie nouveauté que l'UVS a apportée, à mon avis, c'est vraiment la mise en place du réseau des ENO. Et tout à l'heure, on parlait de la nécessité d'humaniser l'enseignement à distance. Et je crois que les ENO jouent de ce point de vue un rôle important parce qu'au fond, les ENO, c'est aussi un espace de socialisation. Au-delà seulement des fonctions pédagogiques de l'ENO, c'est aussi un espace qui permet de multiplier les interactions entre les apprenants eux-mêmes, entre les apprenants et leur communauté. Et au fond, cela permet aussi de rompre avec l'isolement, qui est l'une des principales, entre guillemets, une des principales contraintes auxquelles l'enseignement à distance est confronté. Mais sur le plan également du mode de fonctionnement de l'UVS, l'UVS a une organisation interne qui est très différente de ce que nous retrouvons un peu dans les universités classiques. Par exemple, nous avons au niveau de l'UVS ce que nous appelons le PIE, qui est le pôle d'innovation et d'expertise pour le développement, qui est un pôle qui en réalité réunit tous les enseignements ou toutes les activités liées à la recherche, également autour de services de la bande d'expertise. Et au fond, cela permet aussi de rompre un peu avec l'isolement disciplinaire dans lequel souvent nos enseignants se retrouvent dans nos universités. L'idée, c'est vraiment de mettre ensemble des sociologues, des juristes, des informaticiens, et qu'ils puissent monter ensemble des projets de recherche et travailler aussi de façon très collégiale. L'UVS, c'est aussi une université plateforme. La preuve en est qu'aujourd'hui, à l'UVS, les enseignants permanents sont à peine 25, et pourtant nous arrivons à délivrer presque 30 formations qui proposent au total une cinquantaine de parcours. Nous avons, je l'ai dit tantôt, près de 1500 cours, et si nous avons réussi évidemment à faire tout cela, c'est parce qu'aussi notre modèle permet de capter toutes les compétences où qu'elles soient. Nous avons dans nos corps d'enseignants associés des gens qui ne sont pas au Sénégal. Nous avons des gens qui sont de tous les milieux socio-professionnels. Et au fond aussi, je crois que c'est extrêmement intéressant d'avoir une plateforme qui permet justement de mobiliser des acteurs autour des activités éducatives. Et à mon avis aussi, c'est une vraie innovation sur le plan organisationnel. Je voudrais, pour terminer, en tout cas, dire que dans le contexte dans lequel nous sommes, qui est marqué, tout le monde le sait, par la Covid, il y a une vraie occasion pour repenser le système éducatif. L'école que nous connaissons aujourd'hui, en réalité, elle est un peu le produit de la révolution industrielle. L'école a été calquée un peu sur le modèle de l'usine. Et dans cette école, elle a beaucoup de qualités, c'est vrai, mais elle a aussi beaucoup de défauts. Et je crois qu'aujourd'hui, un recours intelligent au numérique et à l'enseignement à distance, je dis bien intelligent parce que c'est encore une fois de ne pas croire que le numérique en soi est la solution miracle, ce n'est pas le cas. Il faut que nous mettions l'accent sur les usages. Et tout à l'heure, par exemple, M. Mou avait mis l'accent sur toutes les questions
relatives à l'accès à l'électricité. Je crois que c'est une question extrêmement importante aussi, qu'il nous faut prendre en compte dans un contexte comme le nôtre où nous voulons développer l'enseignement numérique. Mais quoi qu'il en soit, je crois que l'usage intelligent du numérique permettra peut-être d'offrir un catalyseur qui permettra de proposer de nouvelles méthodes plus efficaces pour apprendre, pour enseigner. Et je crois aussi que la COVID a montré qu'en réalité, le numérique éducatif pouvait être plus facilement adopté qu'on le croyait. Cette année, les écoles, les parents d'élèves, les enseignants, quasiment tous, sans préparation aucune, ont pu, dans certaines situations, basculer de façon très intéressante autour du numérique. Et je pense qu'il y a cette adaptabilité qu'on néglige très souvent, mais qui, à mon avis, est extrêmement importante à prendre en compte. Et aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où l'apprenant du 21e siècle, c'est un digital native, c'est un homo digitalis, et par conséquent, si nous voulons développer chez cet apprenant l'envie d'aller à l'école, l'envie d'y rester, et l'envie aussi d'y demeurer, puisqu'aujourd'hui nous sommes dans le paradigme de la formation toute la vie, je crois que l'école doit aussi rassembler un peu plus, disons, à ces apprenants-là, et à mon avis, cela justifierait que nous ayons beaucoup plus de numérique dans nos écoles. Et donc, pour terminer, ce sera mon mot de la fin. Il ne s'agit pas de faire ce que l'on faisait juste en rajoutant la technologie. Il s'agit au contraire de penser différemment. Et il s'agit aussi de faire différemment, de construire une école base zéro. Et à mon avis, aujourd'hui, c'est une vraie opportunité qui nous est offerte à nous tous, acteurs de l'enseignement supérieur en général, en particulier l'éducation en général, pour pouvoir justement repenser nos écoles afin qu'elles soient plus en mesure de réenchanter les apprenants et évidemment qu'on voit des images de ces enfants qui s'ennuient à l'école. C'est vrai que c'est peut-être parce que l'école ne leur ressemble pas. Et au fond, on a souvent tendance à taper sur les enfants, alors qu'en réalité, à mon avis, c'est plus l'école qui devrait être incriminée. Merci beaucoup, Alpha. Merci pour ce partage d'expérience, l'expérience de l'Université virtuelle du Sénégal. Donc, je rappelle qu'Abdou Alpha Dia est directeur des études, la recherche et l'innovation à l'UVS, l'Université virtuelle du Sénégal. Et donc, Alpha est revenu sur la création du l'UVS, qui a été effectivement une grosse innovation dans le secteur de l'enseignement supérieur au niveau du Sénégal, mais avec beaucoup d'appréhension au début, et appréhension qui, au fur et à mesure, s'est dissipée, surtout avec la COVID qui a permis une meilleure acceptation. Et Alpha est revenu aussi sur les 3 formes d'innovation qui ont cours à l'UVS, innovation des procédés, produits, innovation organisationnelle. Et il est revenu à ce niveau-là sur l'humanisation. Je pense que c'est quelque chose qui est revenu presque dans tous les exposés, l'humanisation de l'enseignement à distance, avec les ENO qui jouent un rôle extrêmement important dans le dispositif. Et Alpha est aussi revenu à la fin sur les recommandations liées à l'opportunité que nous offre la COVID pour faire un recours intelligent au numérique, mais pas en prenant le numérique comme une couche qu'on ajoute à l'existant, mais plutôt en opérant des ruptures, en repensant le système éducatif, en pensant et en faisant autrement. Donc voilà un peu, c'était le dernier panéliste. Donc il est 18h30. On va peut-être demander l'autorisation aux organisateurs d'avoir un quart d'heure au moins pour pouvoir échanger sur certains aspects qui me semblent très, très pertinents, en tout cas qui sont revenus très, très souvent. Déjà, s'il y a des questions, je ne sais pas s'il y a des questions au niveau du chat que pourraient nous relayer les... Je ne sais pas si on en a. Il n'y en a pas? Ben, d'accord, ben c'est vrai que les gens ont eu une journée assez longue, je pense. Et comme on a fait le panel en fin de journée, je pense que ça peut expliquer cela. Allô? Mais en même temps aussi, je pense qu'on peut prendre, je ne sais pas si au niveau de la salle, ceux qui sont là ont peut-être quelque chose à dire. Seydina? Allô, allô. Qui a été interpellé. Monsieur le modérateur. Allô, monsieur le modérateur. Oui, oui, oui. Bon, il n'y a pas de questions sur le chat. Hein? D'accord, parfait. Merci, voilà. merci beaucoup, Omar.
Il n'y a pas de questions sur le chat. Donc on va refaire un tour avec les différents panélistes pour revenir surtout sur quelques aspects qui me semblent importants à discuter. L'humanisation de l'enseignement à distance, je pense que ça a été dit et redit, quoique chacun d'entre vous devrait pouvoir en reparler, parce qu'il faudrait, je pense, à la sortie de ces panels-là, peut-être faire une recommandation forte à ce niveau-là. Parce qu'aujourd'hui, avec cette Covid-là, je sais que beaucoup de systèmes, beaucoup en tout cas d'institutions, beaucoup de structures d'enseignement, d'éducation vont aller vers un système numérique éducatif ou bien en mode mixte. Et il faudrait peut-être comprendre que faire de l'enseignement à distance, ça ne veut pas dire déshumaniser la formation. Et donc, je pense qu'une recommandation forte dans ce sens-là devrait venir de ce panel. Un autre aspect aussi qui est revenu assez souvent, c'est la professionnalisation. Comment le numérique peut aider à accentuer la professionnalisation. Je pense que ça aussi, à mon avis, ça peut être aussi un aspect important, peut-être un thème de discussion en tout cas. Et un troisième aspect, évidemment, c'est tout ce qui sont les leçons tirées de la Covid, de la crise. Il y a déjà des recommandations qui ont été faites, notamment par notre collègue d'Abidjan, Kwame. Il y a aussi tout ce qui a été dit par Alpha par rapport à ces ruptures que nous devons opérer dans notre système d'enseignement, en tout cas de façon générale, le système éducatif, pour pouvoir faire recours au numérique, mais de façon intelligente. Et toute la technologie qui a été abordée dans les exposés aussi bien de Mme Diallo que de M. Mbao. Comment toutes ces technologies aujourd'hui, comment faire pour que ces technologies puissent être le plus, pas forcément mutualisées, mais qu'on puisse y avoir le plus accès aujourd'hui dans un contexte où tout le monde se rue vers l'enseignement numérique. Donc voilà un peu quelques orientations que je voudrais donner peut-être pour permettre aux panélistes de nous permettre d'avoir des recommandations fortes à la fin de ce panel-là. Donc je vais reprendre à partir de Mme Diallo en ligne. Mme Diallo, est-ce que vous pourrez peut-être en 2-3 minutes donner votre contribution par rapport à ces différents points? Merci beaucoup, merci Moussa. Alors, je vais commencer par le dernier point par rapport à technologie de l'information et Covid. Je dois dire que, bon, peut-être que j'en ai pas parlé lorsque j'ai fait la présentation, mais le système, en tout cas, le dispositif qu'on a au niveau du PSEJ, vraiment, ça a été une manière extraordinaire de démontrer que le système était un système résilient. Et je pense que ça, nous le devons au fait que nous faisons les évaluations en ligne. Et je pense qu'il nous faut tous nous pencher sur les évaluations en ligne de manière sécurisée. Parce que si on a apporté des réponses claires par rapport à la relation enseignant-enseigné, etc., il reste un très gros problème. Et même dans le modèle de l'UVS, vous l'avez dit, les évaluations ne se font pas en ligne et les évaluations se font en présentiel. Je pense qu'il faut absolument qu'on arrive à des évaluations en ligne qui sont sécurisées. Et je pense que ça, c'est une des plus grandes forces du PSEJ aujourd'hui, de pouvoir organiser les évaluations en ligne et de manière très, très sécurisée. Alors, vous avez parlé de l'humanisation du système. Je pense que si on regarde les modèles que nous avons autour de nous, pour la plupart, ce qui manque, c'est l'interaction entre les apprenants, mais c'est l'interaction aussi entre l'enseignant et les enseignés. Et c'est ça l'enseignement. On ne peut pas être dans un enseignement aujourd'hui où
ben, les étudiants, et je vous assure, pourquoi j'ai beaucoup mis l'accent aujourd'hui sur le modèle qu'on a, c'est quand j'ai entendu un jour à la télévision un étudiant dire « Nous ne connaissons même pas nos enseignants ». J'ai trouvé ça absolument dramatique. Un étudiant qui te dit « Je ne connais même pas mes enseignants », ben, ça veut dire ce que ça veut dire. Il faut réellement que cette relation enseignant-enseigné mais reste. Ce lien est un lien qu'on ne peut pas rompre. Ce qui fait que, bon, c'est vrai que nous avons beaucoup de modèles où les cours sont postés, il y a un tuteur derrière, etc., etc. Tout ça, je pense que c'est bien, mais je pense qu'il faut qu'on apprenne du système classique, donc dispensation de cours, et avec une participation active des enseignants. Ça, je pense qu'il nous faut tous, mais arriver à cela. Hein. C'est très bien d'avoir un intermédiaire qui essaye d'expliquer les cours, etc. Mais je pense qu'il nous faut aller vers des enseignements en direct, en live streaming, où les enseignants font un cours où les apprenants sont là, interagissent. Il faut mettre en place un système extrêmement interactif entre l'enseignant et l'enseigné pour qu'on puisse répondre aux questions, qu'il puisse dire « je n'ai pas compris », que l'enseignant puisse reprendre, etc., etc. Ça, moi, c'est ça que j'appelle humaniser l'enseignement à distance. C'est vraiment mettre du lien entre les enseignants et les enseignés, mettre du lien entre les différents apprenants et tout ça, grâce aux nouvelles technologies, c'est possible. C'est possible. Il ne faut pas qu'on dise, voilà, il y a les nouvelles technologies, on va poster nos cours. Les étudiants, ils ne sont pas préparés à ça. Hein? Ils ont fait tout un cursus, ils arrivent en bout de chaîne, on veut faire changer le tout pour le tout en disant, voilà, maintenant, prenez-vous en charge, on va poster sur les plateformes et maintenant, vous pouvez vous approprier les cours, regarder, etc. Et dans le meilleur des cas, vous avez un tuteur. Je pense que ça, il nous faut repenser cela. Et je pense que le direct, le live streaming aujourd'hui nous permet d'améliorer mais réellement cette relation. Numérique et professionnalisation, oui, je pense que c'est possible. En tout cas, nous l'avons fait au niveau du PSEJ et nous sommes prêts à partager cette expérience. Nous avons tout un dispositif qui est en place et je pense qu'on peut mutualiser et faire en sorte que tout le monde puisse arriver à utiliser ces dispositifs et je pense pour avoir des résultats, un impact surtout par rapport à nos formés. Donc voilà un peu, Moussa, si je peux me résumer, c'est vraiment par rapport à tout ce qui est résilience du système, parce qu'il y en a beaucoup qui ont continué, qui ont parlé de la continuité des cours, mais quid des évaluations? Les enseignements ont été décalés, les évaluations ont été décalées, l'année universitaire a été décalée, parce que nous n'avons pas pu organiser ces évaluations. Il est possible aujourd'hui de pouvoir organiser des évaluations sécurisées en ligne et il faut vraiment qu'on se penche sur ça pour ne plus, même en dehors de la pandémie, avoir des années scolaires où on peut déplacer les évaluations. Bon, on a assuré la continuité des enseignements, mais malheureusement, nous n'avons pas pu respecter des délais. Hein, et l'année scolaire se poursuit parce que les évaluations ne sont pas faites.
hein, et c'est ça la réalité. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Et s'il y a des expériences réussies, qu'on puisse mutualiser sur ça et aller de l'avant. Merci, Moussa. Merci beaucoup, professeur Diallo. Je vais donner la parole à Fernand Kwame. Merci bien, monsieur le modérateur. Je crois que ce mode de formation à distance qui pose le problème de l'humanisation est très capital. Hein. En fait, on a juste, parfois, dans certains systèmes, on a juste transposé le présentiel en utilisant des moyens nouveaux, mais qui étaient présentiel répété, parce qu'on utilise des outils TIC seulement, mais c'est le même présentiel qui est reporté en numérique ou en ligne. L'étudiant, je crois qu'il y a tout un système qu'il faut construire autour de l'étudiant. L'étudiant qui rentre dans ce système, normalement, s'il est coupé de tous ses collègues étudiants ou même de tous ses enseignants qui lui transmettent le savoir, je pense que lorsque ce lien n'est plus fort, tout le système ne peut pas fonctionner. D'autre part, lorsque l'étudiant aussi est coupé des réalités de la société, parce qu'ils baignent dans un environnement, parfois ils sont auprès de leurs parents ou dans des zones reculées, où les différentes notions systémiques concernant la connectivité, l'accès à l'énergie, les équipements informatiques aussi se posent comme problème parce qu'il n'y a pas d'inclusion au niveau du territoire. Il faut également intégrer, je crois, l'environnement social, l'environnement de l'étudiant dans la préparation de ces étudiants-là ou dans leur formation pour qu'ils puissent intervenir normalement au niveau donc, de leur société. Nous, quelques expériences que nous avons, au niveau de l'université virtuelle, il y a, en plus de formations classiques, du curricula classique, il y a les certifications professionnelles qui se font avec Microsoft, avec Cisco, avec... donc, il y a des certificats professionnels qui peuvent permettre aux étudiants également d'accroître leurs compétences, de résoudre certaines lacunes qu'ils ont. Mais il y a ce que nous avons appelé ici le troisième pilier de l'université, qui est, en plus de la formation et de la recherche, qui est l'employabilité. Il y a un accent qui est très fort sur l'entrepreneuriat et la création d'entreprises au sein donc, des incubateurs ou des startups. On s'est rendu compte que au niveau du pays, les Fab Labs, les laboratoires des fabriques, c'est pratiquement dans notre société, il y a des Fab Labs. Il y a des ateliers de fabrication mécanique qu'on peut arriver à modéliser. Et l'expérience de la COVID, nous avons lancé par exemple des concours de Community Challenge, c'est-à-dire c'est des communautés virtuelles dans tout le pays, il y a des communautés par les départements, et les communautés virtuelles ont compétit en fabriquant avec les moyens de bord au niveau donc, de leur région des systèmes de lavage des mains. Donc, on met l'étudiant au centre d'un système où il pratique. Ce n'est pas seulement dans une salle de cours que le cours doit être dispensé, mais il faut arriver à trouver, comme c'est le cas, de travailler sur des projets, mais ceux qui sont en année de licence, ou bien qui viennent d'arriver, il faut arriver à construire un écosystème où l'étudiant est acteur de développement, où il peut intervenir également dans le cadre donc, de concours, de projets qui peuvent être capitalisés au niveau donc, de la formation. Cela permet aux étudiants d'être imprégnés des réalités et de pouvoir résoudre les problèmes. Mais ce n'est pas seulement créer un environnement de cours à dispenser ou à déposer sur une plateforme qui peut permettre donc de créer ces liens forts. Et il est ressorti que certains de nos étudiants ont déjà créé des startups qui commercialisent des choses en ligne. Certains de nos étudiants qui sont, la chance qu'ils ont, c'est que comme ils ne sont pas astreints à suivre les cours, parce que la plupart des cours sont en asynchrone pour certains cours qui sont des cours magistraux,
sauf des cours où il y a les chats ou bien les rencontres synchrones se font pour expliquer certaines notions ou pour leur permettre donc de pratiquer un projet. Et certains étudiants sont arrivés, en tout cas, à créer déjà leurs propres entreprises. Ce sont nos étudiants que nous employons maintenant dans pratiquement tout notre système, qui nous appuient. Et donc, il faut arriver à mettre cet environnement qui permet à l'étudiant qui a le temps de pouvoir travailler et d'aller à l'école, parce que c'est beaucoup plus flexible, qui a le temps également de construire une idée, de transformer une idée de projet en projet, de réaliser ce projet-là pour que ce soit, par exemple, qui crée une entreprise. Donc, c'est tout un autre système, mais ce n'est pas une transposition, je l'ai dit, quasi identique de ce qui se faisait dans le mode classique qui doit se faire en mode présentiel. Donc, c'est pourquoi, effectivement, lorsqu'on parle de repenser le système, il faut parfois déconstruire ce qui existe pour pouvoir reconstruire un autre environnement avec toutes ces réalisations que nous avons et tout ce potentiel que nous pouvons avoir aussi. C'est vrai, il y a tout l'environnement, mais je pense que l'étudiant doit être un acteur de développement et on doit pouvoir le former dans ce cadre-là, dans ce contexte, dans notre environnement. Voilà un peu la petite contribution que je voulais apporter. Merci beaucoup, merci professeur Kwame. Donc je donne la parole à M. Mbou, Maguette Mbou, pour sa contribution. Alors, merci, monsieur le modérateur. Pour moi, la recommandation principale, c'est de constituer un consortium EdTech. Tout l'échange que nous avons eu ce soir, très riche, montre que chacun d'entre nous est fort dans un domaine. Et la masse de situations environnementales que le professeur Kwame décrit et que l'ensemble des panélistes ont pointé du doigt, c'est que l'environnement doit être propice pour l'apprenant, qu'il puisse s'adonner à l'enseignement et à l'éducation à distance, pour les enseignants de repenser tout le modèle de dispense des cours, et que aujourd'hui, ce panel doit produire un consortium EdTech qui commence par le Sénégal, la Côte d'Ivoire et les pays de la sous-région et qui a ambition de se déployer sur toute l'Afrique pour adresser les problèmes de façon ciblée. On pourrait décider que l'accès à l'énergie, c'est notre principal fléau et le consortium se réunit pour mobiliser des ressources autour de ce problème d'accès à l'énergie pour l'éducation à distance, par exemple. Et que ce consortium puisse être une instance de dialogue, de réflexion, de think and do tank, pour favoriser ce type d'échange le plus régulièrement possible, parce que c'est ça qui va faire bouger les lignes, c'est ça qui va aider le secteur privé et le secteur public. Donc moi, je suis vraiment partant pour que ce débat donne l'objet, donne la naissance d'un consortium de ce type. Merci. Merci beaucoup. Merci, M. Mbou. Alpha? Deux points. Le premier, c'est juste pour répondre un peu à l'interpellation du professeur Aminata Sall Diallo. L'UVS a mis en place un centre d'examen en ligne depuis bien avant la Covid, mais la Covid, effectivement, a donné à l'UVS l'opportunité d'accélérer la mise en place de ce centre. Et aujourd'hui, on arrive à faire nos examens en ligne dans des conditions de sécurité maximales. Maintenant, après, il est arrivé qu'à un moment donné, qu'on laissait le choix à l'apprenant, soit de le faire en ligne, ou bien de venir le faire en présentiel au niveau de l'ENO. Et c'est vrai que pour nous, le fait de le faire en ligne, au-delà seulement de la question de la sécurité, il y a d'autres enjeux sur le plan logistique, puisqu'aujourd'hui, l'UVS, en fait, c'est une sorte de mini-office du bac. Quand on fait nos examens, nos étudiants, ils sont partout au Sénégal, et vous imaginez bien que faire les examens dans le format classique nous pose beaucoup de problèmes. Évidemment, c'est un dispositif qui mérite d'être amélioré, parce que la sécurité, évidemment, il faut toujours la renforcer en permanence. Mon dernier propos sera un peu un appel. Je crois que dans nos pays, on parle beaucoup de ce qui ne marche pas.
et on ne parle peut-être pas souvent de ce qui marche. Et pour moi, les expériences dont on a parlé, que ce soit le PSEJ, l'UVCI, l'UVS, et peut-être aussi, sous un autre angle, ce que M. Mbou nous a présenté, je crois que c'est des modèles de réussite sur lesquels on devrait peut-être davantage réfléchir, davantage communiquer, davantage capitaliser. Et je pense que dans ce défi qui nous interpelle tous, qui consiste un peu à repenser nos systèmes éducatifs pour les rendre plus efficaces, plus résilients, on ne part pas de rien. Et je crois qu'effectivement, il y a besoin de documenter tout ce qui se fait. Et évidemment, cette documentation se permettra peut-être de renforcer les mutualisations et les partenariats. En tout cas, je crois que c'est des expériences très intéressantes que nous ne devons pas négliger. Merci Alpha. Merci. Donc, avant de conclure, je donne la parole à Mme Maimouna Diop, conseillère technique du ministre de l'économie numérique et des télécommunications, qui a eu l'amabilité de nous accompagner. Je ne sais pas si votre micro marche ou pas. Merci beaucoup, professeur. Bonsoir tout le monde. Je pense que je me suis intruse dans votre panel parce que je suis une passionnée de l'éducation. Je suis toujours enseignante à l'ESP. Je donne des cours, mais je prends des cours aussi. Je suis dans un master de sécurité parce que j'adore enseigner, mais j'adore aussi apprendre, parce qu'on apprend tous les jours. Donc, c'est vraiment avec les remerciements du ministère, de Monsieur le ministre en charge de l'économie numérique et de l'ensemble de l'écosystème pour avoir accepté de rester aussi tard après une journée longue et d'avoir des débats aussi riches. Et la session est enregistrée et je pense que quand on le mettra sur le site, il y aura beaucoup de gens qui vont y aller pour revoir cette session-là. Donc, vous remerciez vraiment chacun, remercier le coordonnateur, professeur Diallo, Kwame depuis la Côte d'Ivoire, Monsieur Ba et aussi Monsieur Mo pour toute l'expertise qu'on a. Et je pense qu'au-delà de cette session-là, trouver les moyens, je pense, de continuer ce dialogue et surtout de co-construire. Je pense qu'aujourd'hui, dans le forum, ce qu'on a vu, c'est qu'on a une cohésion pratiquement de l'écosystème autour du numérique. On se rend compte que depuis la plus haute autorité, aujourd'hui, l'État est dans une dynamique de développer ce secteur du numérique et d'en faire le moteur de la croissance. Et nous, les acteurs, nous devons accompagner chacun de son côté. Et ce genre de discussion permet, comme le disait M. Mo, de créer des think tanks qui permettent d'approfondir, mais surtout de collaborer et de partager ce qu'on a. Donc, encore une fois, merci à vous tous au nom de Monsieur le ministre. Et je vous invite à les sessions de demain. On continue demain encore toute la journée. Et la session de clôture sera présidée par Monsieur le ministre à 16h. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la conseillère technique. Voilà, donc je pense qu'on arrive au terme de ce panel qui a duré plus d'1h30. Hein. Finalement, on a... Enfin, non, quand même. On a démarré à 17h30. Oui, c'est vrai qu'1h30 pratiquement. Ouais, exactement. Donc, je tiens à remercier les panélistes. Vous me permettrez peut-être de faire une très brève synthèse, revenir sur deux aspects qui me semblent extrêmement importants. Nous sommes revenus beaucoup, en tout cas, sur des expériences des universités virtuelles, que ce soit l'Université virtuelle du Sénégal, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, l'expérience du PSEJ et de Digital Ubuntu, des expériences, comme disait Alpha, qu'il faut capitaliser parce que c'est vrai, on a souvent l'habitude d'insister sur ce qui ne marche pas, sur les défis, alors que c'est quand même des modèles de réussite. Il y a beaucoup de choses, je pense, qui ont été faites et je crois que c'est le consortium, l'idée du consortium proposé par M. Mbao pourrait permettre en tout cas de capitaliser ces expériences-là et de pouvoir mutualiser nos forces parce qu'il y a beaucoup, chacune de ces structures a quelque chose de positif qu'il faut capitaliser.
mais ça permettra aussi d'adresser les défis qui ont été soulevés et qui sont pratiquement les mêmes partout. Donc, les défis qui ont été relevés au Sénégal ou en Côte d'Ivoire sont pratiquement les mêmes. Dans tous les cas, la transition numérique dans le secteur éducatif, je crois, est en marche. Et ça, c'est clair. Et que ces modèles de réussite que nous avons énumérés tout à l'heure vont nous permettre d'y aller, mais tout en veillant à, d'humaniser cet enseignement à distance, mais en même temps aussi ne pas remettre en question les acquis qu'il y a déjà dans le présentiel. Voilà, parce que je crois que ce qu'il faut éviter, c'est de vouloir venir penser que c'est le numérique qui va tout changer, mais qu'il y a déjà pas mal d'acquis dans la formation en présentiel et que ces acquis-là, il faut les consolider avec le numérique et que le numérique puisse venir apporter quelque chose. Il y a un aspect qui a été soulevé plusieurs fois, qui est revenu souvent en sourdine, c'est que l'étudiant doit être mis au centre du dispositif. Et c'est ça qui va nous permettre, en tout cas, peut-être de régler certaines questions liées à justement à cette humanisation, mais aussi à la professionnalisation qui a été largement abordée par les différents panélistes. Donc voilà un peu c'est pas forcément la synthèse qui sera peut-être la dernière, parce que je pense qu'à partir du moment où ça va être mis en ligne, il y aura certainement des retours. Et je crois que tout ceci va être pris en compte dans le rapport final qui sera partagé par le ministère de l'économie numérique et des télécommunications. Et je tiens encore, en tout cas, à mon nom et au nom des panélistes, à vous remercier le ministère par rapport à la confiance accordée à notre panel pour partager nos expériences. Voilà, merci beaucoup et à demain, Inch'Allah. Voilà, merci. Merci beaucoup à vous tous et à très bientôt. Merci Moussa, merci Mouna, merci tous et puis à demain. Au revoir. À demain, Inch'Allah. Au revoir. Au revoir.